Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous allez sûrement l'entendre et le voir, je filme cette vidéo un peu en sortie de grippe ou de Covid, enfin je sais pas trop, d'un truc pas très agréable. Mais ça me tenait très à cœur de vous faire cette vidéo malgré tout parce que je voulais vous présenter une sélection de livres incroyables qui soit sont sortis cette année, soit qui ont été traduits cette année en français. Je fais juste un petit point introductif sur cette sélection. Il faut savoir que depuis quelque temps, je m'intéresse énormément aux maisons d'édition indépendantes. Et donc cette vidéo, elle va être composée à 80-90% de maisons d'édition indé. Et comme c'est des choses donc récentes, voire très très récentes, je pense que ça devrait être assez facile pour vous de les trouver en librairie. Et donc, à cet égard, je vous donne un petit tip. Il y a 2 sites internet qui s'appellent Place des libraires et leslibraires.fr. Je vous mettrai les liens dans la description. Ce sont 2 plateformes de recherche qui vous permettent de vérifier si un livre est disponible en stock dans une librairie proche de chez vous. Donc si vous vous procurez un de ces livres pour vous-même ou pour offrir à un de vos proches, je ne peux évidemment que vous encourager à le faire auprès d'une librairie indépendante parce que tout comme les maisons d'édition, les librairies indé ont vraiment besoin de notre soutien en ce moment. Donc j'espère apporter ma petite contribution avec cette vidéo. Sachez que franchement ces sites ils pourront vous être utiles parce que on va être sur une sélection qui est comme d'habitude très variée en termes de genre. On va avoir de la sociologie, on va avoir de la science-fiction, de l'horreur, une biographie, il y a des choses qui sont très belles et très touchantes aussi. Donc bref, n'hésitez pas à avancer grâce au sommaire et grâce à la petite timeline en bas si jamais un livre vous intéresse pas trop parce que je vous jure, je vous promets qu'il y aura un titre susceptible de vous intéresser ou de plaire à un de vos proches dans cette vidéo. Et donc, comme d'habitude, cette vidéo n'est pas sponsorisée, elle existe vraiment grâce aux personnes qui me soutiennent mensuellement sur Patreon et sur Ko-fi. En général, vous êtes entre 20 000 voire jusqu'à 50 000 à regarder régulièrement mes vidéos. Donc voilà, si même pas 1/10 d'entre vous me lâchait juste 1 €, une petite pièce comme ça par mois, je pourrais vivre à 100% de ce que je fais sur cette chaîne en toute indépendance et ce serait génial quoi. Donc merci énormément à celles et ceux qui y penseront. Désolée pour cette intro très longue, il n'y aura pas beaucoup de montage étant donné les circonstances, donc n'hésitez pas à me mettre en fond pendant que vous faites une tarte, pendant que vous faites du ménage ou ce que vous voulez. Ça va être tout tranquille et on est parti. Alors, on commence cette sélection très fort avec La lance de Péréture de Nicolas Griffith. Ce texte, c'est un livre qui plaira aux gens qui aiment la fantasy, aux personnes qui s'intéressent à la légende arthurienne, mais aussi à celles et ceux qui recherchent des histoires lesbiennes, parce que nous sommes ici dans une réécriture du mythe de Perceval par une autrice lesbienne. Déjà, juste en disant ça, je vois pas comment on peut ne pas être hypé. C'est un récit qui m'a d'abord énormément charmée parce que la langue est très belle déjà et elle donne vraiment une ambiance de légende qui est extrêmement envoûtante. En fait, on est ici dans le haut Moyen-Âge. En gros, c'est ce qui correspondrait au 6e ou au 7e siècle en Grande-Bretagne. Et voilà, on a le parcours initiatique d'un personnage avec de très belles pages de forêts, de clairières, de choses comme ça. Et il y a même certaines scènes qui m'ont vraiment fait penser au jeu vidéo Elden Ring pour les personnes qui auront la ref, dans le sens où on a le personnage tout à coup qui s'avance devant une grande étendue d'eau où se reflètent le ciel et les arbres, et au milieu de l'eau il y a un immense cavalier sur un cheval énorme et ils sont tous les deux recouverts d'une gigantesque armure rouge. Et voilà, enfin c'est vraiment, on entre dans l'arène du boss quoi, c'est extrêmement épique et extrêmement classe. Et puis d'un autre côté, c'est aussi un récit assez sensible et très intéressant qui questionne l'esthétisation du pouvoir et de la conquête, qui met en scène des personnages de femmes trop stylés avec des dynamiques lesbiennes, avec de l'androgynie, avec des dynamiques masque-femme pour celles qui aiment ça. Mais bref, et où il y a aussi énormément de camaraderie et de chevalerie. En fait, il faut savoir que Nicolas Griffith, c'est une autrice lesbienne qui est très connue dans le monde anglo-saxon. Elle a vraiment gagné plein de prix.
Et elle a été malheureusement très peu traduite en France. Et là, on a une traduction qui est remarquable, qui est très sensible, qui a été faite par une personne qui l'a beaucoup étudiée et qui a vraiment réussi à transmettre la beauté de ce texte, je trouve. Je vous lis un extrait pour que vous ayez une idée de à quoi ça ressemble. Le sentier semblait plutôt ordinaire. Elle en sentait le crissement sous sa botte et la poussière s'élevait et retombait comme elle était censée le faire. L'herbe qui poussait de chaque côté avait l'air et le son d'une bonne herbe de colline, parsemée de trèfles et de pâquerettes. Elle ne voyait pas l'endroit où la véritable terre se mêlait à la terre magique. Au fur et à mesure qu'elle avançait, la terre s'affinait sous ses pas. Elle pouvait sentir le soubassement rocheux près de la surface. Il la perçait par endroits en morceaux gris dentelés. Elle sentait le genévrier à présent et crut discerner l'éclair presque entièrement blanc d'un lièvre des montagnes. L'odeur de l'air était un peu plus fine également, mais ce qui attira son attention fut l'odeur qu'il avait appelée toute sa vie, le chant profond, limpide et froid du lac. Dans l'instant qui séparait de souffle, elle arriva sur sa berge. Voilà, j'espère vous avoir donné envie. C'est un texte auquel je repense en fait très souvent depuis que je l'ai lu, et je vous le conseille très fortement. Coucou, c'est Margorito du montage. J'ai juste oublié de vous dire 2 choses. La première, c'est qu'on est presque à 40 000 abonnés sur la chaîne, donc si vous entendez ça, SVP, abonnez-vous et dites à votre copine ou vos colocs de le faire aussi, ce serait un beau cadeau pour moi qu'on passe les 40 000 bientôt. Et la deuxième chose, c'est que là, je vous ai fait une sélection de pépites sorties en 2025, mais en janvier, je ferai ma traditionnelle vidéo de mes meilleures lectures de l'année, toute époque confondue. Et je vous parlerai de livres incroyables qui sont pas du tout dans cette vidéo parce qu'ils sont sortis à d'autres époques, voire même à d'autres siècles. Voilà, quelque part ça fait une raison de plus pour s'abonner en fait. Et désolé pour le dérangement. Ensuite, je vous parle d'un des seuls livres de cette sélection qui n'est pas vraiment indé parce que c'est sorti chez Albin Michel, mais il était impossible de ne pas le mettre dans cette vidéo, tellement ça a vraiment fait partie des pépites absolues de mon année. Il s'agit de Écrire avant l'aube, Toni Morrison de Lorraine Safou. Ce livre, c'est une biographie romancée de Toni Morrison, donc Toni Morrison qui est une immense romancière états-unienne qui a remporté le prix Nobel de littérature. Et donc sa vie, enfin c'est surtout la première moitié de sa vie, nous est racontée ici par Lorraine Safou. Lorraine Safou, c'est une autrice française qui a vraiment fait une plongée dans la correspondance et dans les archives de Toni Morrison pour écrire ce livre. Et donc, fun fact, c'est aussi une autrice dont je suivais le blog en fait il y a très longtemps, pendant des années. Et donc j'étais très contente de la redécouvrir dans une forme romanesque, surtout une forme romanesque aussi maîtrisée et aussi marquante. Parce qu'en fait, en nous racontant la vie de Toni Morrison, le livre nous embarque vraiment dans une longue traversée du XXe siècle aux États-Unis, et notamment on va traverser le mouvement pour les droits civiques de Martin Luther King au Black Panther, et il nous plonge aussi dans un aspect qui est plus méconnu de Toni Morrison, qui est sa carrière d'éditrice, dans une grande maison d'édition où elle a notamment côtoyé des gens comme Angela Davis, comme Mohamed Ali, ou encore d'autres autrices comme Maya Angelou. Et on est plongé au cœur des débats militants autour de la question de la violence, du séparatisme. On suit la montée puis l'assassinat de Martin Luther King et ses conséquences. Enfin, c'est vraiment tout un pan de la culture et de la pensée noire américaine qui se dessine sous nos yeux comme une grande fresque, et on suit Toni Morrison qui croit profondément en la puissance des livres, au fait qu'il faut relater, qu'il faut diffuser et qu'il faut archiver tous ces combats, et qu'il faut aussi raconter vraiment la pluralité des vécus et des points de vue. Et ce qui est incroyable vraiment, c'est que quand je raconte ça, je pense qu'on a l'impression d'un roman qui est très historique, qui est très cérébral. Mais l'autrice nous immerge dans tout ça vraiment à hauteur humaine, avec un sens du rythme qui permet aux choses vraiment de se déposer en nous. Il y a une distance vis-à-vis de son sujet que j'ai trouvé très juste. En fait, il y a vraiment une sensibilité qui affleure, qui
qui est super poignante, quoi. Pour vous donner un exemple très concret, il y a une scène où Toni Morrison, elle est en train de discuter avec James Baldwin. Ils sont sur un banc en face de l'Hudson, c'est l'hiver, ils sont un peu dans leurs écharpes comme ça, et donc ils discutent de littérature et ils se font un peu des petites blagues, on sent la proximité à la fois intellectuelle et amicale entre eux. Et vraiment, j'avais juste un immense sourire sur le visage de voir ces deux personnes en train de prendre vie et de discuter devant moi. Enfin, c'était hyper fort, quoi. Et donc, évidemment, c'est aussi un livre qui parle très bien d'écriture. Le titre Écrire avant l'aube, c'est un hommage au fait que Toni Morrison, elle écrivait très tôt le matin, avant que ses enfants ne se réveillent, et que pendant très longtemps, elle écrivait de cette manière, comme ça, enfin vraiment au milieu des autres et au milieu de la vie. Voilà. Franchement, je pourrais en parler pendant des heures, honnêtement. J'ai absolument adoré ce livre. C'est un livre qui aurait pu durer vraiment 200, 300, 400 pages de plus. En fait, c'est le genre de livre aussi qui vous laisse comme une petite nostalgie à la fin, parce qu'il y a un mélange de grande détermination et en même temps de grande tendresse qui se dégage de tout ça. Donc voilà, ça m'a énormément plu et je vous le conseille. Ensuite, oh là là, je vais essayer d'être un peu plus synthétique parce que sinon on en a pour 3 heures. Le livre suivant est un essai qui s'appelle Vibes, Lore, Core de Valentina Tani. Alors ça va être très simple, en fait, vous savez sur les réseaux, parfois on a des intitulés du genre 10 books to get to know me, donc 10 livres qui me définissent ou 10 livres qui permettent de me connaître. Et j'ai toujours trouvé ça assez difficile de répondre, en tout cas pour moi-même, à ce genre de questions. Mais ça, c'était jusqu'à ce que je lise Vibes Lore Core. C'est un livre dans lequel je me suis sentie représentée à un point rarissime en fait, parce qu'il est rarissime que les livres parlent de ça. Le sous-titre de Vibes Lore Core, vous pouvez peut-être le voir là, mais c'est Esthétique de l'évasion numérique. Et en fait, c'est vraiment un texte qui s'adresse aux gens comme moi, qui ont eu leur cerveau et leur rapport à la réalité un petit peu fucked up, un petit peu abîmé par Internet. Donc à la fois, je le conseille vraiment aux personnes comme moi, principalement nées dans les années 90, qui ont vécu pour la première fois l'accès à un ordinateur et à Internet à un âge très jeune, enfin pendant leur enfance ou leur adolescence, et à une époque où Internet ne ressemblait pas du tout à ce à quoi ça ressemble aujourd'hui, et où ça a été un espace à la fois d'immense liberté, mais aussi d'une certaine manière un espace de traumatisme et de violence. Donc si vous avez connu MSN, le site Rotten, si vous avez connu les débuts de World of Warcraft, ce livre est pour vous. Mais ça s'adresse aussi aux personnes plus jeunes parce que en termes d'évasion numérique, on va parler aussi de l'ASMR, on va parler des vidéos aesthétiques, on va parler du shifting sur TikTok par exemple. Et par ailleurs, si vous ne comprenez rien à tout ce que je dis et à tous ces anglicismes barbares que je viens d'utiliser, vous pouvez passer au livre suivant, mais ça peut peut-être intéresser un de vos proches en vrai. Mais donc voilà, si ça vous parle quand j'évoque tout ça, si vous avez été ou si vous êtes une personne un peu chronically online, si ça vous parle les backrooms, la vaporwave, etc., je vous conseille à 1000% ce livre. Il faut savoir que la personne qui vous parle porte un tatouage d'un écran de PC avec un fond d'écran Windows, donc voilà. C'est un livre que j'ai adoré parce que il explore en fait et il revient un petit peu historiquement sur tout ça. Et parfois ça part un petit peu dans la philo de comptoir par moment, ce qui n'était pas forcément ce que je préfère, mais je pardonne vraiment à l'autrice pour avoir si bien évoqué et exploré la question de l'évasion numérique et la façon dont ça peut permettre de créer des réalités partagées et de faire communauté d'une autre manière. Donc voilà, ça m'a énormément plu et j'aimerais lire plus de choses dans ce goût-là. Si jamais vous avez des conseils d'ailleurs, vraiment n'hésitez pas. Ensuite, on revient du côté de la fiction. J'aime beaucoup les romans qui se passent au Moyen-Âge, surtout quand c'est un Moyen-Âge qui est réaliste et qui aborde des thèmes un petit peu subversifs.
Et c'est exactement ce que fait ce roman qui s'appelle L'histoire de Mother Naked de Glenn James Brown. Alors Glenn James Brown, c'est un auteur britannique qui a grandi dans la campagne au nord de l'Angleterre et son œuvre, elle se place vraiment dans l'esprit un petit peu contestataire et dans une sorte de tradition assez militante de cette région. Et il a écrit ce texte dans lequel on va suivre la longue prise de parole d'un ménestrel pendant un repas au milieu de la noblesse. C'est donc un texte oral, mais avec une langue extrêmement habitée, que j'ai trouvée très belle et très évocatrice, et on est vraiment plongé à une époque du Moyen-Âge en Angleterre qui a été très marquée par la peste, mais aussi par des révoltes paysannes. On est dans un moment de grande tension entre les classes populaires qui réclament plus de droits et les classes dirigeantes qui essayent vraiment tant bien que mal de maintenir le statu quo, notamment en instrumentant la religion et le christianisme. Et voilà, c'est un texte extrêmement prenant qui est très spectral, avec une petite touche un peu de fantastique qui va aborder le système des serfs en Grande-Bretagne au Moyen-Âge. Et c'est une charge contre les puissants, tout simplement. J'ai trop aimé. En plus, c'est un super bel objet avec des rabats et tout. Je trouve que ça ferait un super cadeau. J'ai fait un vlog où j'en parle un peu plus longuement et où je documente ma découverte de ce livre. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets la vidéo par ici. Je sais jamais c'est de quel côté. Et je vous mets le lien dans la description aussi. Ensuite, justement, dans ce même vlog, je vous parlais d'une excellente lecture de sociologie. Il s'agit de Un terrorisme augmenté, critique de l'intelligence artificielle de Juan Sebastián Carbonell. 2025, ça a vraiment été l'année, il me semble, de déferlante de l'intelligence artificielle générative dans nos vies, que ce soit pour du texte, pour des images. Et donc, si comme moi, tout ça vous interroge quand même énormément et vous effraie un petit peu, je vous conseille vraiment très très fortement cet excellent livre qui est assez court et qui est, je trouve, quand même relativement accessible et qui surtout a un cadrage qui permet vraiment de dépasser justement cette posture qui est un petit peu morale et qui est assez individuelle et individualisante vis-à-vis de l'intelligence artificielle pour la replacer dans l'organisation du travail. En fait, l'auteur Juan Sebastián Carbonell, il est sociologue du travail et je vous lis une citation de l'intro qui représente assez bien le projet, je trouve. La perspective défendue ici est une invitation à repolitiser la technologie. La technologie n'est pas politique sous certains aspects, son usage par exemple, elle est politique en soi. Or, ce qui est un progrès pour les uns peut être un recul pour les autres. Et donc le chercheur va montrer comment l'intelligence artificielle fait partie de ces technologies qui s'imposent, non pas parce qu'elles sont bonnes ou performantes en soi, mais plutôt en raison de la supériorité des acteurs et des classes qui en font la promotion. Et donc l'IA fait finalement partie de ces technologies qu'on peut inscrire dans la longue histoire de la division du travail, quand on mécanise le travail, quand on le divise en toutes petites tâches, les plus petites tâches possibles à exécuter. Il va notamment montrer qu'aucun travail en soi n'est à l'abri de cette taylorisation, comment elle s'organise et quel est son impact en fait sur le taf et je dirais même sur l'organisation sociale en général. Voilà, c'est extrêmement solide, c'est très bien documenté, il faut savoir que c'est pas du tout un texte qui s'appuie sur du vent ou qui est une question de point de vue. Là, on a vraiment une synthèse de nombreux travaux, notamment en sciences sociales et des choses qui sont très récentes et que l'auteur a synthétisé ici avec énormément de clarté. Et puis, cerise sur le gâteau, il nous montre aussi que tout cela n'est pas inévitable, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et qu'il y a beaucoup de choses à faire pour s'organiser vis-à-vis de tout ça. Donc voilà, c'était une de mes meilleures lectures socio de l'année, ça donne du courage, ça aide à penser les choses, et je vous le recommande très fortement. Ensuite, changement total de registre, on revient dans la fiction. Les 2 prochains livres sont des romans d'horreur. Donc voilà, si c'est pas du tout votre truc, vous pouvez skip 2 livres plus loin. Même si je trouve personnellement que c'est toujours intéressant d'entendre parler d'œuvres qu'on ne lit pas forcément soi-même. Mais donc, si vous cherchez
ou si vous connaissez quelqu'un qui cherche un récit de body horror, ou un récit d'adolescence et de métamorphose, ou un récit lesbien. Et si jamais, comme moi, vous avez un peu une fascination pour les ambiances de piscine et de natation, j'ai pour vous un incroyable roman qui a été un gros coup de cœur pour moi. Il s'agit de Chlorine de Jade Song. Alors Jade Song, c'est une auteurice américaine et pour d'étranges raisons, un jour, je me suis retrouvée à manger une crêpe bretonne avec cette personne. Voilà, c'est un petit flex absurde que personne n'avait demandé. À un moment de la conversation, Yael a saisi mon bras et m'a complimenté sur mes tatouages. Et j'ai bégayé très fortement. J'étais un peu impressionnée parce que quelques mois plus tôt, quelques mois avant cette rencontre, j'avais lu son roman, donc Chlorine, dans lequel on suit une jeune fille qui fait de la natation à haut niveau et qui a une fascination pour les sirènes et pour les créatures des profondeurs. Et franchement, je pense qu'il ne faut pas en dire plus en termes d'intrigue. C'est un roman qui se découvre. Sachez juste que ça va quand même assez loin en termes de body horror et que ça aborde aussi des thèmes assez difficiles comme le racisme, comme les troubles du comportement alimentaire ou comme les VSS. Malgré ça, c'est un récit très puissant qui a une sorte de force comme ça assez vengeresse qui m'a vraiment beaucoup plu. Et il faut savoir aussi que comme de nombreuses meufs, je pense, quand j'avais 15 ans, j'ai été un petit peu matrixée par le film de Céline Sciamma qui s'appelle Naissance des pieuvres. Et j'en garde une sorte de fascination par les récits qui parlent de proximité entre meufs dans des contextes qui sont un peu liés à la natation. Et donc, à ce titre, il y a des scènes vraiment iconiques dans Chlorine où elles se rasent mutuellement le corps pour mieux glisser dans l'eau, enfin ce genre de choses, bref. Et globalement, c'est aussi un très beau texte qui parle d'obsession et de dévotion. Et je finis en vous lisant un extrait comme ça, enfin je pense que c'est ce qu'il y a vraiment de plus parlant. Une fois tout le monde rentré chez soi, je plongeais à nouveau dans le bassin. Je me complaisais dans le silence et l'eau froide qui s'écrasait sur ma tête douloureuse. Je préférais la piscine tard dans la soirée, quand le chlore était bleu marine et que la surface du bassin était vitreuse. Je venais m'allonger sur une ligne de flotteurs, colonne en équilibre sur la ligne de disque, le regard levé vers le plafond, le chlore pour seule compagnie. Ces moments, après l'entraînement dans l'obscurité solitaire, étaient sacrés et divins. Même si je ne croyais ni en Dieu, ni en une quelconque religion organisée, ni en Jésus, j'imaginais être à l'église, que je vivais une sorte de baptême qui m'était propre. Je priais les dieux du bassin et Poséidon, le corps à moitié immergé, inspirant l'étreinte du chlore comme s'il s'agissait de la dernière goutte d'eau de l'oasis avant que je meure de soif dans le désert. Ensuite, je vais être très rapide là-dessus, mais il fallait absolument que je vous mentionne, c'était Notre maison de Marcus Cleaver. Souvent, quand on parle d'horreur, on se demande c'est quoi le dernier livre qui vous a terrifié, qui vous a effrayé, mais vraiment physiquement quoi. Et moi, ça m'arrive rarement, mais je vous le dis, ce livre, il m'a terrifié. Je l'ai lu en 2 fois, à chaque fois pendant la nuit. Et s'il y avait un bruit dans mon appartement pendant que j'étais en train de lire ce livre, j'étais dans un tel état de tension que je faisais un bond de 2 mètres de haut. Et bref, je sais que c'est une sensation qui est assez recherchée par les fans d'horreur, donc je vous garantis pas que ça fonctionnera sur vous, bien évidemment, mais pour moi, ça a vraiment trop bien marché. En 2 mots pour l'intrigue, au début du récit, on a une femme qui vit avec une femme aussi d'ailleurs, c'est encore un récit lesbien, et un jour il y a une famille qui s'arrête sur le pas de leur porte, et le père de famille leur dit « Excusez-moi, en fait, j'ai habité là quand j'étais petit, c'était notre maison. Est-ce que ça vous embête si je rentre 5 minutes avec ma famille juste pour leur montrer ?» Et voilà, et vraiment je vous le dis, il ne faut
rien savoir de plus, ne regardez rien sur internet, ne regardez pas des reviews, des choses comme ça, parce que c'est un roman qu'il faut vraiment découvrir, et je trouve qu'il ne va pas du tout là où on l'attend, qui arrive vraiment à déjouer nos attentes justement. Et c'est une histoire à la base que l'auteur avait commencé à raconter sur le subreddit No Sleep. Donc là, déjà, les gens qui savent que ce sont des histoires qui sont souvent extrêmement effrayantes. J'ai trouvé ça absolument génial et très efficace. C'est pour ça qu'il fallait absolument qu'il soit dans cette sélection, parce que si vous voulez vous offrir, ou si vous voulez offrir à quelqu'un une bonne frayeur pour les fêtes, je vous recommande vraiment C'était notre maison de Marcus Cleaver. Ensuite, après toute cette horreur, on va se détendre et on va parler de littérature avec Subvertir le male gaze, littérature pour les deux moitiés du monde de Azélie Fayolle. Je trouve que ce sous-titre littérature pour les deux moitiés du monde est extrêmement beau. J'étais très impatiente de lire cet essai parce que j'avais absolument adoré le précédent livre de l'autrice qui s'appelle Des femmes et du style. J'en avais parlé très longuement dans au moins 2 vidéos, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, mais c'était vraiment un essai sur la littérature que j'avais trouvé franchement chef-d'œuvre, livre dont j'avais personnellement tiré énormément de réflexions et que j'avais adoré. Bref, Azélie Fayolle, c'est une chercheuse en littérature et elle va ici s'intéresser au male gaze dans la littérature. Et elle problématise le gaze non pas juste comme un regard qui est porté sur les choses, notamment un regard sexualisant qui serait porté sur le corps des femmes, ou comme le fait d'aborder certains thèmes. Pour elle, le male gaze, c'est plutôt vraiment une vision du monde, et dans mes notes, j'avais mis « Le male gaze est la réalisation esthétique de la domination masculine, c'est le produit de cette domination qu'il renforce en retour. » Donc c'est vraiment quelque chose qui est actif, le male gaze, et on part du principe que les œuvres, elles représentent le monde, mais elles servent aussi à le modeler en retour. Et donc dans cet essai, elle va vraiment parler de la façon dont on raconte les choses. Elle dit « Je privilégie la narration aux histoires. Toutes les histoires gagnent à être racontées, c'est la façon dont on les lit et dont on les raconte qui m'intéresse. » Et donc la structure du livre, c'est que dans toute la première moitié, elle va tenter de définir ce male gaze dans la littérature en prenant plein d'exemples. On va parler de Zola, on va parler de Molière, mais on va aussi parler de choses beaucoup plus récentes, et notamment dans la littérature qui est un peu militante, parce que quelque chose qui m'a vraiment trop intéressée, c'est que elle va aborder par exemple l'écriture de Alain Damasio, ou le male gaze dans la littérature des appellistes. Une chose notamment que j'ai trouvée passionnante, c'est qu'elle montre que la violence, ce n'est pas forcément le fait d'écrire des scènes qui sont super violentes ou qui sont dénigrantes. La violence en littérature, elle passe beaucoup au contraire par le fait d'occulter, de minimiser, de faire de la plaisanterie, et d'écrire par exemple des scènes d'agression ou des scènes de viol qui ne sont pas présentées comme telles. Et donc finalement la violence, elle se dessine un petit peu en creux, quoi, par l'occultation et par la minimisation notamment. Bref, donc déjà tout ça c'est trop intéressant, et donc la deuxième moitié du livre, elle va consister à parler des alternatives et des façons de subvertir ce male gaze. Et c'est là qu'il y a quand même juste le petit défaut de ce livre selon moi, c'est que je trouve que ces 2 parties-là, sur le male gaze et sur la façon de le subvertir, je trouve qu'elles auraient presque mérité d'être splittées en 2 livres, je trouve, dans le sens où en fait elle va quand même très vite d'un exemple à l'autre et d'une chose à l'autre, et donc on a parfois un petit peu du mal à se laisser convaincre, je trouve, ou à s'approprier ce dont elle est en train de parler. Dans un monde parfait, j'aurais aimé que le livre rentre beaucoup plus en profondeur, que peut-être elle ait beaucoup plus de temps pour l'écrire, je sais pas. Mais voilà, pour qui s'intéresse à la littérature, et notamment qui s'intéresse un peu au canon littéraire, je trouve que lire le travail de Azélie Fayolle, c'est vraiment... c'est un peu indispensable en vrai pour moi. Et en plus, c'est une chercheuse que je ne me lasse pas de lire, parce que c'est quelqu'un... En fait, elle écrit un peu comme un mousquetaire. Il y a vraiment une sorte d'élégance et de panache comme ça dans son écriture, dans l'écriture de cette personne qui vous parle de littérature, de classique, etc. Et tout ce qu'elle propose et qu'elle théorise, je trouve ça vraiment passionnant. Donc je vous le conseille, ou je vous conseille de l'offrir à des proches qui s'intéressent à ce genre de choses.
Ensuite, on revient un petit peu sur de la fiction, j'essaie d'alterner un petit peu. Cette année, c'était vraiment cool parce qu'il y a plusieurs maisons d'édition indé d'imaginaire qui ont commencé à développer des petits formats, des formats poche et donc des livres qui sont souvent un petit peu plus accessibles financièrement, et ça c'est vraiment chouette. Il y a notamment les éditions La Talente qui ont sorti une super belle collection poche où vous pouvez notamment retrouver des milliards de tapis de cheveux de Andreas Eschbach, qui est un incroyable page-turner de science-fiction, un space opéra trop bien, qui faisait partie de mes meilleures lectures de 2024. Bref, mais ce dont je voulais surtout vous parler, c'est le fait que la maison d'édition Argile s'y est mise aussi et a créé une collection en fait de petites novellas et de petits recueils de nouvelles. C'est une collection comme ça qui s'appelle Récif. Je pense que ça peut faire des chouettes cadeaux parce que je trouve que c'est des livres qui sont extrêmement beaux plastiquement, c'est des très beaux objets et en plus ça met en valeur des formats courts auxquels moi je suis très attachée et puis qui sont très importants dans la science-fiction. Et surtout que eux ont choisi de mettre en avant uniquement des autrices qui sont inédites en France et qui sont majoritairement minorisées. Et pour l'instant, celui que j'ai préféré et que je vous conseille le plus, c'est Colorer le monde, suivi de Qui possède la lune de Mu Ming. Mu Ming, c'est une autrice chinoise qui habite maintenant aux États-Unis et en fait elle a gagné énormément de prix pour ses textes de science-fiction et elle fait partie un peu de ces personnes dont on dit que c'est un peu la nouvelle génération d'auteuristes chinoises de science-fiction après l'auteur de la trilogie du Problème à trois corps. Et donc ici on a 2 textes de science-fiction qu'elle a écrits. Le premier, Colorer le monde, c'est une histoire de nouvelles technologies qui permet de voir de nouvelles couleurs. En quelque sorte, je vous schématise à fond. Et dans le deuxième, on va suivre un personnage féminin un petit peu marginal et un petit peu seul, qui travaille dans de la modélisation 3D. Et en fait, c'est vraiment un texte qui va questionner la matérialité des choses, mais qui va aussi questionner notre rapport à la propriété. Et enfin, en fait, je pense que la meilleure chose que je pourrais vous dire pour vous en parler, c'est que c'est vraiment de la science-fiction comme moi je l'aime énormément, c'est-à-dire de la science-fiction qui a une hauteur très intimiste sur les choses et en même temps qui va utiliser des concepts extrêmement simples pour vous faire un peu des nœuds au cerveau. Par exemple, cette histoire de couleurs, de technologie qui permet de voir de nouvelles couleurs, en fait, ça va permettre à l'autrice de développer beaucoup de choses autour de la question du langage, autour de la question de l'exclusion aussi, et du choix de refuser certaines technologies, ce qui rejoint un peu ce que je racontais sur le bouquin sur l'intelligence artificielle. Bref, mais en gros, c'est de la science-fiction que je trouve très ciselée, extrêmement tendre, et avec des personnages qui sont un petit peu marginaux, qui sont un petit peu coupés d'eux-mêmes et des autres, qui sont des choses qui me parlent énormément. J'ai énormément aimé, et c'est le genre de texte qui me donne l'impression d'avoir comme rencontré une voix et une autrice. Et donc je sais qu'il y a un autre texte de Mu Ming dans cette collection qui s'appelle Le bracelet de jade. Et j'ai vraiment hâte de le lire parce que là c'est vraiment, en termes d'imaginaire, c'est tout à fait le genre de plume et de sensibilité qui moi me parle énormément. Ensuite, excusez-moi, je fais que d'enlever et remettre mon pull parce que je suis malade, j'ai de la fièvre, je suis au bout de ma vie. Mais j'espère quand même que cette vidéo est bien. Le livre suivant, je pense qu'on ne peut pas faire mieux en termes d'idées cadeaux, franchement, à tous les niveaux. Je voulais vous parler de Sorcellerie et contre-culture gay de Arthur Evans. J'ai l'impression que la vidéo ne va pas du tout lui rendre justice, mais ce livre, déjà, est plastiquement extrêmement beau. Et donc ici, la maison d'édition Le Passager clandestin a fait en fait retraduire et rééditer un texte extrêmement célèbre dans le militantisme gay aux États-Unis. C'est un texte qui date de la fin des années 70, dans lequel l'auteur, Arthur Evans, va revenir en fait sur la manière dont les personnes gays, lesbiennes, trans et queer à plein de périodes dans l'histoire, en fait, on fait société différemment, parfois autour de certaines pratiques spirituelles, et la manière dont ça a été systématiquement réprimé par la colonisation et par la christianisation. Il y a une préface qui explique très bien l'importance de la retraduction et aussi de la relecture de ce livre, parce que ça s'inscrit en fait dans l'importance de lire les textes des militants et des militantes qui nous ont précédés, et de tracer des chemins de résistance doublement
Ici, parce que à la fois on reconstitue des spiritualités qui ont été vraiment effacées par l'histoire, mais aussi en racontant des modes de vie en communauté différents, et donc en proposant des alternatives. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur Arthur Evans, lui-même, c'est quelqu'un qui s'est vraiment inscrit dans toute cette génération un peu des années 70 de personnes qui ont elles-mêmes expérimenté des spiritualités et des façons de vivre en communauté un petit peu différentes. Et donc, voilà, le texte, il est vraiment trop passionnant et trop intéressant à lire. Et ce qui a été aussi très bien fait par la maison d'édition pour ce texte, c'est qu'il y a vraiment aussi tout un appareil critique et toute une remise en contexte parce que l'auteur Arthur Evans n'était pas historien. Et donc à certains moments, il parle par exemple de Jeanne d'Arc, il parle de pratiques de sorcellerie en Europe, et en fait il dit un petit peu des dingueries. Il y a aussi une perspective qui se veut décoloniale, mais qui est quand même aussi en raison de l'époque à laquelle le livre a été écrit, est quand même très maladroite. Mais donc l'appareil critique nous accompagne vraiment dans la lecture de ce livre, et donc j'ai trouvé que c'était hyper concret et hyper intéressant comme projet de nous placer dans cet héritage queer et militant avec les remises en perspective qui sont nécessaires. C'est trop bien. En plus, il y a des petites... regardez, ça c'est les... ça c'est la deuxième de couverture. Et il y a des tas de gravures un peu sataniques, des images de diable et tout. Ce genre de petites gravures et de détails, ma passion. Donc sorcellerie et contre-culture gay, je trouve que c'est une excellente chose à mettre sous le sapin. Et enfin, pour ma dernière recommandation, et non des moindres, je voulais vous conseiller un livre là qui va être vraiment dans la veine des meufs cheloues qui écrivent des livres chelous, de ces romans sur des femmes désaxées, monstrueuses, à un genre littéraire que j'adore et auquel j'avais consacré toute une vidéo il y a plus de 2 ans déjà. C'est vraiment, là on est dans l'huile essentielle de Weird Woman. Je voulais vous parler de Vers ma faim de Sophie White. Le meilleur moyen de vous présenter le livre, c'est vraiment de vous lire les toutes premières lignes. La nuit, ma mère grince. La maison grince avec elle. J'entends derrière la mince paroi qui nous sépare les divers éléments de ma mère gargouiller. Dans son corps, comme l'eau circule dans les murs de la maison. Je déteste ce son. La narratrice de ce roman, elle vit dans une espèce de vieille massure avec sa grand-mère et avec sa mère, donc qui gargouille et qui grince, et qu'elle appelle la chose du lit. Et toute cette histoire se passe sur une île irlandaise, on est vraiment dans une ambiance de vagues, de sel et de ciel très gris. Et voilà, franchement, je pense qu'il faut juste pas en savoir plus. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est que il faut faire attention, parce que c'est quand même un livre qui va extrêmement loin dans le malaise. C'est un bouquin que je déconseille notamment très fortement aux jeunes parents ou aux personnes qui vont devenir parents bientôt, parce que, en gros, le récit aborde de manière très horrifique et très frontale la question du postpartum, la question des phobies d'impulsion. Et en fait, je dirais même que globalement, c'est une grosse variation sur les mommy issues. Et sans rien vous spoiler, on va quand même vers des choses qui sont très très graphiques. Mais si c'est des choses qui ne vous font pas peur, voire comme moi qui vous intéressent et qui vous fascinent un peu, franchement, foncez, parce que dans le genre, c'est une des meilleures choses que j'ai lues ces dernières années. C'est un roman qui est poisseux, qui vous colle vraiment à la peau et qui a une ambiance... étant donné qu'on a tout ce contexte de la mer, de l'Irlande, etc., il y a quelque chose de très aqueux, de très aquatique, mais disons qu'on est vraiment sur l'eau, l'eau du fond de la baignoire, quoi, l'eau avec toute la crasse et tous les vieux cheveux qui traînent là. On est sur ce genre d'esthétique et avec de vrais moments d'effroi et avec des choses extrêmement fascinantes. Moi, j'ai lu ce livre grâce à une incroyable libraire qui se reconnaîtra et elle disait que c'est un roman qui ne va pas du tout où on l'attend. Et je suis complètement d'accord avec ça. Donc, je sais que parmi les gens qui regardent ma chaîne, il y a des personnes qui adorent ce type de trucs très dans la monstruosité, dans le weird, dans le corps. Vraiment, Vers ma faim, sachez que c'est un des meilleurs trucs du genre que j'ai lu ces dernières années. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai l'impression que je suis vers ma faim, moi aussi.
J'espère que c'était quand même intéressant et sympa à suivre malgré mon état. N'hésitez pas, si vous avez un peu de compassion, à rémunérer ce travail en me payant un café par mois sur Ko-fi ou sur Patreon. Je vous envoie plein de force pour les fêtes de fin d'année. C'est une période qui n'est vraiment pas forcément facile pour tout le monde. J'envoie aussi plein de force aux libraires, aux gens qui bossent dans des commerces et, et aux gens qui sont malades. Et j'ai failli oublier de le dire, mais merci aussi énormément pour la réception de ma dernière vidéo. Je suis vraiment très contente que ma démarche, malgré quelques maladresses que je regrette un petit peu dans l'écriture de ma vidéo, je suis très contente que ma démarche elle ait été aussi bien comprise et aussi bien reçue. Donc je vous remercie énormément pour tous les commentaires, tous les messages et toute la force et le soutien que j'ai reçu depuis ma dernière vidéo. Merci beaucoup de vous intéresser à ce que je fais. Prenez bien soin de vous, passez de bonnes fêtes si vous fêtez, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.